Première étape pour nous en Croatie, c'est l'incontournable ville de Dubrovnik. Très connue notamment pour le tournage de la série Game of Thrones qui s'est fait dans la ville. Donc nous on est assez fans, donc on reconnaît bien le tournage. Donc Dubrovnik est sur une bande de terre croate et on est très proche du Monténégro d'où on vient et aussi très proche de la Bosnie où on va aller dès demain. Je vous invite à regarder la carte parce que c'est vraiment une petite enclave croate, hein. Dubrovnik est isolé en fait du reste de la Croatie. Et c'est une magnifique ville fortifiée qu'on a la chance de faire en hors saison parce que c'est très touristique. Et là, on longe les remparts et on est tout seul, c'est hyper agréable, il fait très beau, donc on en profite. C'est vraiment le genre de ville où en fait avec les couleurs, même en plein hiver comme là, on a la sensation d'être en été, quoi. C'est des couleurs méditerranéennes, les toits en tuiles, il y a du soleil, les murs sont clairs. Le linge qui pend à travers les petites ruelles, c'est vraiment très mignon. Donc Dubrovnik qui s'appelait Ragusa jusqu'en 1918. Au XVe siècle, c'était une grande puissance maritime. Et en fait, c'était un des concurrents de Venise par sa position stratégique sur la côte d'Almate. Une ville très ancienne puisque Dubrovnik a été fondée au 7e siècle, plus récemment lors de la guerre d'indépendance de la Croatie. Donc ça remonte à 91 lors de l'éclatement de la Yougoslavie. Eh bien, la ville de Dubrovnik a été bombardée par les forces yougoslaves, donc serbes et monténégrines. Et il y a la plupart des bâtiments en fait, de la vieille ville qui ont été touchés ou même détruits par tous ces bombardements. Et il y a un travail absolument spectaculaire qui a été effectué de restauration où ils ont essayé de reconstruire la ville vraiment avec les techniques traditionnelles et d'utiliser les mêmes matériaux, même si ces matériaux ne sont plus forcément disponibles actuellement. Et donc la plupart de la ville est reconstruite quasiment à l'identique, donc difficile à croire que ça a été quasi entièrement détruit. Donc c'est intéressant pour nous en fait de faire le tour des pays des Balkans et de voir un peu l'influence de toute cette guerre de la Yougoslavie dans chaque pays, ce qui s'est passé, la division des territoires, c'est quand même une histoire très complexe. La Croatie est donc le 20e pays de notre périple et on a capté aussi que c'était le 20e épisode vlog que l'on sort sur notre chaîne. Donc voilà, ça commence à faire un moment qu'on produit, qu'on fait des vidéos et donc ça demande quand même un certain travail, une certaine logistique. Et on voulait juste vous dire merci pour votre soutien sur notre chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et ça nous fait vraiment très plaisir et ça nous encourage à continuer à faire du bon travail, on l'espère. Et si ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. C'est totalement gratuit pour vous et nous, ça nous soutient beaucoup. Ça permet aussi de mettre notre contenu plus en avant sur YouTube. Et n'hésitez pas à activer les notifications pour ne pas louper les vidéos. Voilà, c'était le petit moment merci et n'hésitez pas à vous abonner. Tout de suite, la Bosnie. Aussi qu'il avait fait un petit peu froid dans la nuit. Le brouillard givrant. Pour commencer la journée. Excusez-nous. Merci bien. Mesdames, merci beaucoup. Nous voici maintenant arrivés dans notre 21e pays, la Bosnie-Herzégovine.
La montée pour sortir de Dubrovnik était un petit peu sport, surtout qu'on a préféré éviter les gros axes très passants. Donc on avait des pentes vraiment assez costauds. Et dès l'instant où on a passé la frontière avec la Bosnie-Herzégovine, calme plat, changement radical de paysage. Notre prochain objectif est la ville de Mostar. Et pour ça on emprunte une piste spécifique qui est vraiment super, qui s'appelle la Siro Trail. Et qui retrace en fait l'itinéraire d'un ancien chemin de fer qu'il y avait entre Mostar et Dubrovnik. Donc c'est un tracé très bien balisé et super intéressant puisque il y a un côté aussi historique, il y a des panneaux explicatifs, on voit des anciennes gares sur le bord des routes, on voit des villages abandonnés qui étaient habités à l'époque de l'âge d'or du train, donc dans les années 60 à peu près. Certaines parties sont bien asphaltées, mais certaines parties comme là où on est actuellement, c'est du gravier, donc on avance vraiment tout doucement parce que ça tape les fesses quoi, clairement. Et ce qui est hyper intéressant aussi, c'est donc de suivre le tracé donc, de ce chemin de fer qui ont des pentes plutôt douces puisque les trains n'avaient pas les performances suffisantes pour monter des pentes plus raides que celle-ci. Et il y a aussi là sur cette portion des tunnels creusés à la main dans lesquels le train passait à l'époque. Lampe frontale. J'ai l'impression d'être un spéléologue. C'est bon, je suis prête. Les vaches ont réhabilité l'ancienne gare. Nous sommes arrivés à Mostar, donc qui est la ville probablement la plus touristique de Bosnie. C'est aussi un lieu où nous avons rencontré Bambi qui vit ici à Mostar et qui a décidé de vivre assez simplement, de façon minimaliste. Et donc qui vit en fait dans cet endroit une parcelle de culture de vignes et d'oliviers qu'on lui a prêté. Cette gentille personne va garder nos affaires pendant que nous allons à Sarajevo. Pour être plus léger en fait et pour pouvoir simplement arriver à Sarajevo en bus et ne pas avoir à s'occuper des vélos. Vu la galère que c'était à chaque fois, on n'avait pas très envie d'y arriver avec les vélos. Nous lâchons les vélos quelques jours et nous partons avec un simple sac à dos. Et donc les adieux sont déchirants avec nos vélos qui vont nous attendre ici pendant 3 jours. Bon ciao les vélos. Ça fait bizarre. C'est la première fois qu'on les laisse et que nos affaires se résument à ce tout petit sac. Ça fait trop plaisir. Mais bon, j'espère que ça ira les vélos. Ciao. Te retourne pas. On s'est dit que ça pourrait être intéressant de faire un petit point sur la Bosnie-Herzégovine, tout ce qui s'est passé en Bosnie depuis la fin de la Yougoslavie, donc la guerre de Bosnie. Nous, on n'était pas nés en fait quand ça s'est passé. Notre génération en fait ne connaît pas vraiment cette histoire parce qu'elle n'en a pas entendu parler aux infos, elle n'en a pas trop entendu encore dans les livres d'histoire parce que c'est pas encore trop au programme. Ou si justement vous avez peut-être le souvenir de la guerre comme vous l'avez entendu via les médias, etc. Et vous avez peut-être gardé cette image de la Bosnie-Herzégovine et notamment de Sarajevo comme une ville un peu où il n'est pas forcément bon d'aller faire du tourisme. Et donc c'est intéressant maintenant de voir qu'en fait la guerre est terminée depuis 30 ans et Sarajevo est très chouette à découvrir. Et il y a une grande richesse culturelle, une grande diversité là-bas, donc très intéressant. D'ailleurs en parlant de diversité culturelle, on a appris qu'en Bosnie-Herzégovine, il y a 3 langues qui sont officielles, donc le bosniaque évidemment, mais aussi le serbe et le croate. Et en fait, ceci parce que le pays est toujours un peu divisé en 3 parties, donc il y a 3 États dans l'État, et en fait c'est surtout par rapport à la religion, et c'est d'ailleurs ça qui a en grande partie causé la guerre de Bosnie. Il y a eu un conflit armé qui en fait peut être qualifié de guerre civile, puisque c'est
l'armée serbe, donc de religion orthodoxe, qui a chassé les musulmans et qui en a exterminé des milliers et des milliers. Et donc voilà, on a trouvé vraiment intéressant que le pays était divisé en 3 parties, avec donc 3 présidents qui s'alternent au pouvoir, 3 religions principales, orthodoxes, catholiques et musulmanes. Alors le pays n'est pas physiquement divisé, hein, c'est des lignes imaginaires, un peu comme des cantons, quoi, mais dans les faits, il y a des lois qui sont différentes selon ces parties. Les gens ne peuvent pas forcément aller librement travailler dans une partie ou d'une autre. Donc il y a toujours une espèce de tension très forte. Et c'est vrai que nous, on s'en est rendu compte en discutant avec les locaux et aussi en traversant le pays, parce qu'on voyait bien que dans une partie du pays, il y avait des drapeaux croates partout, dans une autre des mosquées, dans une autre des églises, et on voyait vraiment, même visuellement, que on pouvait voir les différentes parties du pays en fait. En ce qui concerne la ville de Mostar, alors globalement la ville est bien conservée et en fait c'est un bon exemple pour nous de cette division, puisque à Mostar cohabitent à la fois des personnes issues de la religion musulmane et des personnes issues de la religion catholique. La ville de Mostar étant plutôt à l'ouest de la Bosnie-Herzégovine, on est assez proche de la Croatie de la religion catholique, mais il y a une forte présence musulmane puisque c'est une ville ottomane de base, et donc il y a énormément de mosquées qui sont très belles par ailleurs, et une architecture ottomane absolument magnifique. Et en fait, même dans la ville, eh ben, on sent que les gens n'arrivent pas à cohabiter vraiment ensemble et qu'il y a toujours un peu cette division. Par rapport à Sarajevo, le contexte est différent puisque Sarajevo a été sous siège de l'armée serbe pendant presque 5 ans, et donc la ville a été pilonnée, complètement détruite, et évidemment de nombreuses vies malheureusement ont été prises aussi. Donc il y a toujours un vieux centre ottoman, et aussi autour du vieux centre il y a des rues, quand Sarajevo était sous l'Empire austro-hongrois, donc on a une architecture austro-hongroise, une architecture ottomane plus ancienne. Autour de ça, il y a des blocs soviétiques, des grands immeubles bétonnés très très moches qui ont été faits. Autour de ça, maintenant, il y a une nouvelle ceinture un peu moderne avec des très grands buildings vitrés. Et donc en fait, on a ces 4 facettes de la ville qui retracent vraiment 4 moments, 4 époques différentes. Et donc on est super content de faire un séjour un peu culturel dans la capitale et pouvoir découvrir tout ce passé complexe dont on n'avait pas vraiment connaissance. Et toute cette histoire à travers des musées, des visites guidées, il y a vraiment énormément de choses hyper intéressantes à faire. Voilà, on vous conseille en tout cas cette ville si vous n'y êtes jamais allé, parce que c'est très intéressant culturellement, et aujourd'hui c'est très agréable de s'y promener. Donc voilà pour le point un peu historique, et là on va aller faire une visite un peu plus ludique et divertissante, donc on vous montre ça tout de suite en images. Donc nous n'allons pas au ski, il y a un téléphérique pour nous monter là-haut. Et ce qui nous intéresse, c'est d'aller voir l'ancienne piste de bobsleigh des JO de Sarajevo. On commence à avoir une belle vue sur la ville là. Et nous voilà dans les traces de l'ancienne piste de bobsleigh. Donc les JO d'hiver de Sarajevo, c'était en 1984. Et donc les pistes, comme pour la plupart des Jeux Olympiques, ont été abandonnées après les JO. Et les voici maintenant taguées de toutes les couleurs. Ça donne un charme vraiment particulier à l'endroit. Mystérieux et beau en même temps. Surtout avec toute la neige et sous le soleil. C'est super beau. C'est un peu un support de street art géant. Bon on vous emmène pour la petite descente en bobsleigh alors.
Donc ça y est, c'était la dernière visite à Sarajevo et là du coup on va reprendre un train pour retrouver les vélos à Mostar. Donc dernière journée pour nous en Bosnie-Herzégovine, demain on repasse la frontière pour la Croatie. Et donc là on a trouvé un endroit pour planter la tente et passer la nuit. Et on est très vigilant en Bosnie-Herzégovine et ce sera aussi un problème en Croatie parce qu'il y a beaucoup de zones qui n'ont jamais été déminées depuis la guerre dans les années 90. Et donc on fait vraiment attention à ça parce que c'est pas toujours signalé, donc il y a des routes où c'est signalé, donc c'est pas du tout rassurant. Et sinon, bah voilà, on peut pas toujours savoir, donc là on s'est vraiment bien mis dans un endroit où on peut voir des traces de véhicules, donc chose qu'on fait jamais habituellement. Mais là on s'est mis à côté d'une route, il y a des traces de véhicules, on voit des arbres qui ont été abattus derrière, donc c'est qu'il y a des véhicules de chantier, etc. qui passent. Donc on se dit que c'est plutôt safe. Là voilà, on a planté la tente, on est encore vivant. Donc voilà, c'est bon à savoir si vous campez dans ces zones. Nous voici de nouveau en Croatie et on termine l'épisode avec ce beau lac derrière moi qui est à plus de 200 mètres de profondeur, c'est assez impressionnant. Et voilà, donc maintenant on remonte la côte croate et puis la suite dans le prochain épisode.